sociaux. Et à l'arrivée, on est démunis parce que quand bien même on est force de proposition pour installer des aires d'accueil, l'État, parfois, nous les refuse. Ça a été le cas à Poissy à 3 reprises. On parlait de la communauté urbaine. Quel motif de refus les motifs sont multiples. Il n'y a pas suffisamment d'installations de prise d'électricité, pas suffisamment d'éclairage, pas suffisamment de sécurisation. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas le faire. Sur la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, 405 000 habitants, il faudrait que nous ayons 117 places. On en a 88 et on est soumis dans l'irrégularité qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez comme à Poissy, ça s'est passé il y a encore 10 jours, 120 caravanes qui se déplacent à l'entrée de PSA, il faut vraiment avoir force et conviction auprès de la préfecture pour que ces personnes ne s'installent pas ici. Encore une fois, il y a beaucoup de droits, mais il y a aussi des devoirs et souvent les devoirs, on les oublie. Oui. Votre réaction, est-ce que vous venez d'entendre Laurent Elgozi? Bon, d'abord, je voudrais bien qu'on ne parle pas de la question des populations vivant en bidonville et que l'on dit Roms, parce que c'est un tout autre sujet. Ce ne sont pas des citoyens français, c'est un autre sujet. Et moi, j'ai les Roms aussi. D'accord. Alors faisons un autre débat sur les Roms. La question du stationnement, elle est évidemment centrale. Et aujourd'hui, les conclusions de la Commission des lois disent que depuis 30 ans, il y a une recherche d'un équilibre entre les droits et les devoirs de chacun. Force est que de constater, alors ça s'adresse peut-être pas à vous, monsieur le maire, mais force est de constater qu'aujourd'hui, seulement 18 départements sur la totalité du territoire français sont en règle par rapport à la loi Besson qui date de 17 ans. Et donc les premiers qui n'appliquent pas la loi, ce sont les maires. Et je suis élu d'une ville qui, de ce point de vue-là, n'est pas en règle. Je n'en suis pas fier. Lorsque la totalité des aires d'accueil, des places d'aires d'accueil seront construites, et aujourd'hui on peut considérer que moins de la moitié des places sont réellement aux normes, vous dites que l'État nous demande qu'il y ait effectivement des sanitaires, de l'électricité. Une aire d'accueil, c'est un lieu d'habitation. Et un lieu d'habitation, ça répond à des normes, que ce soit pour le logement social, pour le logement privé ou pour les aires d'accueil. Donc il est normal qu'il y ait un certain nombre de normes. Tant que le nombre d'aires d'accueil et de places en aires d'accueil dignes ne seront pas ce qu'il faut, évidemment, vous serez soumis à des grandes difficultés, des difficultés d'abord pour les personnes qui, comme elles le disent, ne choisissent pas ces endroits-là, et également pour les élus et pour la population. Mais fondamentalement, on aborde toujours la question des gens du voyage par l'itinérance, par le stationnement, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et force est de constater que dans les débats autour de ces deux PPL sénatoriales, ça témoigne d'une ignorance des modes de vie, de l'ancrage territorial. On va faire agir Jean-Claude Carle, si vous voulez bien, Laurent Elgozi. Sur ces populations. Et dernier point, il y a une commission nationale consultative. Ces PPL n'ont absolument pas été soumises à la commission nationale consultative. On ne leur a même pas donné son avis. L'avis de la commission nationale consultative, dans laquelle il y a des élus. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, pardon, je vous donnerai la parole après, pour que tout le monde puisse s'exprimer, Laurent Elgozi. Oui. Est-ce qu'on avait besoin d'une nouvelle loi, d'un nouveau dispositif législatif pour sanctionner davantage les gens du voyage? Oui, ce n'est pas pour sanctionner davantage les gens du voyage. Notre proposition de loi, c'est une proposition de loi équilibrée qui s'inscrit dans l'esprit de la loi Besson. C'est pour sanctionner si les gens ne respectent pas la loi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, notre proposition, elle vise à clarifier les choses, car depuis la loi Besson, les compétences des collectivités, des différents acteurs ont évolué. Donc il faut que ça soit clair, parce que si on veut qu'une loi, elle soit appliquée, il faut qu'elle soit claire, qu'elle soit comprise. Donc sanctionner, oui, quand les gens du voyage ne respectent pas la loi. Alors vous dites, monsieur, qu'il y a que 24 départements 18 qui sont en conformité. La Haute-Savoie est en conformité, ce qui n'a pas empêché 88 occupations illicites par des gens du voyage, ce qui crée des problèmes. Donc ma proposition, c'est de faire appliquer la loi. Elle n'est pas une loi... Mais nous sommes d'accord. Mais donc vous êtes victime, comme votre collègue maire de Poissy, vous êtes victime du fait que les autres élus n'appliquent pas la loi. Faisons appliquer la loi sur tout le territoire et pas seulement sur 18 départements. C'est pas parce que des gens ne l'ont pas fait qu'il ne faut pas modifier la situation. Et je le dis, c'est dans l'esprit de la loi Besson. Cette loi qui donne des droits
et des devoirs à chacun. Les devoirs pour les collectivités territoriales, d'être conformes au schéma départemental. Absolument. Et celles qui n'y sont pas, on ne peut pas appliquer la loi. Et pour les gens du voyage, le devoir de respecter la loi, ce qu'ils n'en font pas dans un certain nombre de cas. Alors là aussi, pas d'amalgame. Pas d'amalgame avec les Roms, pas d'amalgame non plus avec des gens qui n'ont pas la culture du gens du voyage. Et c'est un vrai problème aussi. Viennent s'agréger à ces flux d'autres personnes, d'autres communautés qui n'ont pas cette culture-là. Donc c'est de tout ça qu'il faut tenir compte. Ça n'est pas une loi discriminatoire, c'est pas une loi sanction. D'abord, ça ne devrait pas être discriminatoire. Jean-Yves Lecomte. Mais c'est pas uniquement les sanctions, c'est l'explication de ces proposition de loi. J'ai été rapporteur d'une proposition de loi un peu équivalente il y a quelques années. Mais depuis, justement, et c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas cette proposition d'aujourd'hui. L'année dernière, lors de la loi égalité-citoyenneté, nous avons pris un certain nombre de dispositions, justement, dans le droit de ligne, là pour le coup, de la loi Besson. Elles ont été toutes balayées par l'Assemblée nationale. Elles n'ont pas été balayées par l'Assemblée nationale. Elles ont été toutes balayées. Monsieur Carl, elles ont été votées. Cher Monsieur Lecomte. Elles ont été votées. Les dispositions, d'abord, une disposition essentielle qui permet aux gens du voyage, enfin, d'être des vrais citoyens français. L'abrogation des carnets et de livrets de circulation. C'était fondamental pour finalement leur montrer qu'ils sont complètement citoyens et ne pas leur donner, en termes de circulation, des contraintes spécifiques et ne pas leur imposer des dispositions discriminatoires pour leur droit de vote. Parce qu'on peut parler après de droits et de devoirs, mais il faut qu'ils soient complètement intégrés à la communauté nationale. Ensuite, justement parce qu'il y a, il faut le dire, plus de 30% des communes qui ne respectent pas une loi qui date de plus de 20 ans. Hein, parce que les premières lois qui obligeaient à faire en place des méthodes, c'est 1990. Oui. Bon, 30% des communes, 18 départements qui respectent. Donc à partir de là, la démarche qui a été engagée lors de la loi égalité-citoyenneté, c'est de dire que finalement, il fallait renforcer les capacités d'expulsion des collectivités territoriales qui respectaient la loi, tout en mettant en place un dispositif de consignation qui obligeait et qui incitait mieux que le pouvoir de substitution du préfet pour finalement contraindre les communes qui ne respectent pas la loi à la respecter. Et d'ailleurs, des communes qui, à la sortie, finalement, pose des problèmes, parce que lorsqu'une commune n'a pas d'aire d'accueil, elle va là où il y a une aire d'accueil, et elle va autour. Donc finalement, en fait, il est important que la loi soit respectée par tous. Et c'est la Cour des comptes qui, cette année, a encore rappelé combien la loi n'était pas respectée par les collectivités et quelles difficultés ça pouvait poser. Et par conséquent, qui d'ailleurs soulignait en même temps les efforts et les dispositions nouvelles qui ont fait l'objet de longues concertations et qui ont été votées lors de la loi égalité-citoyenneté et qui sont progressivement en train d'être mises en place parce que les décrets d'application sont mis en place. Et je vais vous dire, ce qui est dommage, c'est qu'en limitant la difficulté et le problème des gens du voyage à cette question de l'installation, alors qu'on a déjà mis des dispositions en place qui sont en cours de mise en route parce que les décrets sont en train d'être mis en route. Vous empêchez de prendre en compte d'autres difficultés. La question de la scolarisation. La question la question qui a été posée, la question de la santé, la question du vieillissement et aussi de la volonté la volonté finalement d'un certain nombre qui ont été. Est-ce que vous venez sur le terrain de sédentarisation? Moi, je me demande si on vit dans le même endroit. Vous venez sur le terrain, vous vous déplacez pour voir ces populations. Vous êtes sur ces terrains. Moi, je vous. Monsieur Lecomte est représentant des sénateurs des Français de l'étranger. Non, mais moi, je vais vous dire. Moi, je le vis. Dès que je travaille sur le sujet, je les ai rencontrés. J'en ai rencontré. C'est pas par rapport à vous, Monsieur Lecomte. C'est pas. Et Monsieur le Sénateur, c'est pas par rapport à vous. Moi, j'ai l'impression qu'il faut se déplacer. Excusez-moi, déplacez-vous sur le terrain. Encore une fois, beaucoup de droits, très peu de devoirs, et l'inverse est vrai également. Attendez, mais je vais vous expliquer. Moi, j'ai une facture de 450 000 €, monsieur. J'ai une facture de 450 000 € quand ces personnes ne partent. Mais qui correspond à quoi? À des charges d'immondice, parce qu'en plus, ces populations aujourd'hui, vont aller démarcher les entreprises. Ne dites pas ces populations, monsieur, je vous ai pas coupé un certain nombre de personnes qui s'installent et qui ne posent pas de problème. Coupez la parole. Parce que là, on est dans des belles phrases, etc. Moi, je suis sur la réalité du terrain. Avec ce qui se passe aujourd'hui, on a donc ces personnes, des gens du voyage, qui vont démarcher les entreprises pour prendre leurs immondices, pour prendre leurs déchets, etc. Moi, aujourd'hui, à Poissy, je vais vous le montrer, j'ai une décharge à ciel ouvert. J'ai une décharge à ciel ouvert. Qui paye?
Le contribuable, ces gens-là vont payer. Même en Haute-Savoie. Hein. Mais attendez, on est dans des droits sans devoir. C'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Là, c'est la réalité du terrain. Moi, c'est pas des lois égalité, citoyenneté. C'est ce que je vis au quotidien. Personne dit que c'est normal. Personne dit que c'est normal. Alors, quand vous dites qu'on va pas sur le terrain, encore une fois, la FNASAD, c'est une centaine de structures sur la totalité des départements, y compris. Alors faites avancer la cause. Alors, durcissons la loi. Non, ça n'est pas en durcissant la loi. Mais bien sûr que si. Je vous répète, le travail que fait la Commission nationale. Moi, j'ai pas de problème d'intégration dans la scolarisation, dans le diagnostic social et sanitaire. La nationale consultative dans laquelle les élus, les services de l'État, les associations et les gens du voyage eux-mêmes sont représentés, travaillent sur ces questions-là et fait des propositions. Mais c'est pas en durcissant et même en essayant d'inventer des nouveaux délits, des pénalités de 100 000 euros. Comment peut-on imaginer... bientôt, je vais remercier ces personnes d'être parties. Vous vous rendez compte ? Comment peut-on imaginer que des gens du voyage vont pouvoir payer une amende de 100 000 euros ? Donc la proposition de loi est simplement inapplicable. Et en plus, au lieu d'essayer de retisser des liens, de respecter les gens. C'est ce que nous faisons, monsieur le Gazi. Écoutez, bien sûr, c'est ce que nous faisons. Je ne dis bien sûr que je ne dis pas. On leur donne des événements, on va à leur rencontre. Je dis encore une fois que la loi n'est appliquée réellement que dans 18 départements sur l'ensemble du territoire. Elle n'est pas appliquée que moins de la moitié des places d'aires d'accueil sont construites, que la gestion des aires de grand passage, dont on ne sait pas très bien si vous demandez qu'elle soit déléguée au préfet ou si vous voulez la garder, mais sans en avoir la responsabilité, n'est pas gérée. Les aires de grand passage ne sont pas installées. Combien vous avez de gens du voyage à Nanterre aujourd'hui ? Ne réduisez pas nos propositions à la seule sanction, c'est d'abord de responsabiliser d'abord les collectivités, car les collectivités qui ne seront pas en conformité, elles ne pourront pas bénéficier de cette loi. C'est inexact. Les dispositions de responsabilisation et d'un bonus aux villes qui respectent, c'est ce qui a été voté lors de la loi égalité citoyenneté, qu'elles se mettent en conformité avec la loi. Et nous, pour cela, nous précisons. Mais bien sûr, mais c'est la loi Besson et ça ne le modifie. Mais ça ne le modifie pas. Mais ça ne le modifie pas. Comment faites-vous pour les inciter ? Parce que les élus vous disent ça coûte trop cher, on a du mal à convaincre l'opinion publique. Je vais vous expliquer. La ville des Mureaux, il y a 16 places. C'était dans le cadre de la loi, il y a 16 places. Dans le schéma départemental, il y a 16 places. Okay, il y en a 12 qui sont totalement occupées de façon pérenne. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi ? Mais parce que les gens du voyage, à un moment donné, s'installent. C'est ce qu'a expliqué le collègue Christophe Delrieux. Ils s'installent, ils ne partent plus ensuite. Ils sont bien, mais parce qu'ils sont bien. Parce qu'il n'y a pas d'autre place. Parce qu'ils sont bien. Mais pour pouvoir voyager, monsieur, il faut pouvoir s'arrêter ailleurs. Mais monsieur, je dis simplement, monsieur il faut avoir une place ailleurs. Il faut être sûr de pouvoir trouver une place. Je vous donne simplement l'exemple Muriotin. La liberté de voyager, elle s'arrête où commence celle des autres. Attendez, je pense qu'il y a un point sur lequel... Mais la liberté de voyager va avec la liberté de s'arrêter, la possibilité de s'arrêter. Sinon, c'est un leurre. Chers collègues de Nanterre, je pense aussi qu'il faut qu'il y ait des devoirs par rapport à ça. Moi, je ne peux pas me satisfaire d'accueillir des gens du voyage pour lesquels je fais un diagnostic social, sanitaire, avec un accompagnement, comme l'a dit la personne, pour aller dans les hôpitaux. Pour lequel vous avez des financements. Pour lesquels on donne aussi des vêtements. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Et ces gens-là, 15 jours, 3 semaines après, repartent avec des factures de 300, 400 000 euros. Et là, il n'y a pas de devoir. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Alors, je suis d'accord. C'est pas cette proposition de loi qui est une des multiples propositions de loi encore sécuritaires. Ça n'est pas cette proposition de loi qui arrangera les choses. C'est par contre le dialogue, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Et pas la sanction qui encore une fois, n'est simplement pas applicable. Il y a aussi cet aspect, et on l'a dit, d'évolution finalement, de sédentarisation des gens du voyage. Est-ce que la loi finalement en tient suffisamment compte ? On le voit, certaines personnes qui sont sédentaires maintenant depuis plus de 2 ans. Lorsqu'il y a des personnes qui restent longtemps ou qui s'installent sur les aires d'accueil, c'est une difficulté, ça change la nature des aires d'accueil. Je comprends la difficulté des élus locaux par rapport à ça. Mais si on veut effectivement trouver une solution, ils sont demandeurs eux-mêmes quand on les de ça. Et ils proposent une solution qui n'est pas acceptable. C'est souvent les terrains familiaux où ils installent, ils louent, ils achètent un bout de terrain, puis ils arrivent avec leur caravane en disant là c'est à moi, donc je peux m'installer, sans tenir compte de l'urbanisme. Mais
de cela, il faut discuter. C'est un vrai problème et je comprends que les élus locaux soient particulièrement sensibles à ce point. Mais là, je crois que ce n'est pas simplement en disant sur un point qui est sensible, je le comprends, les installations illicites qui posent des difficultés aux communes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement un vieillissement de la population, il y a une volonté de sédentarisation pour de multiples raisons. Et je crois que c'est la question majeure aujourd'hui qu'ils cherchent c'est la question des terrains familiaux. Comment est-ce que, effectivement, alors qu'on a besoin de plans d'urbanisme, d'une volonté générale d'organisation de la ville, comment en même temps peut-on répondre à leur volonté souvent de pouvoir s'installer et d'avoir des droits. Et là, je crois qu'il y a besoin de dialogue. Il y a besoin d'échanger avec eux. Et je ne crois pas que ce soit opportun de remettre sur le tapis quelque chose qui a été... Réellement, on a fait des évolutions. On est bien conscient des difficultés. C'est bien pour ça qu'il y a eu des évolutions dans la loi égalité citoyenneté. C'est en train d'être mis en place. Ça ne fonctionne pas. Jean-Claude Carle. Ça ne fonctionne pas parce que ça n'est pas encore complètement mis en œuvre. Inciter les élus à respecter la loi Besson. Ils nous disent que ça coûte trop cher et il y a aussi l'opinion publique à convaincre. Oui, l'appliquer comment? Jean-Claude Carle, s'il vous plaît. Si je peux m'exprimer. Allez-y. Oui, effectivement, ça pèse sur les collectivités. D'ailleurs, la Cour des comptes le reconnaît, puisqu'elle a évalué à 35 000 € le coût d'une place et en regrettant entre 15 000 et 50 000 aujourd'hui, euros par remplacement. Les collectivités font face à des baisses des dotations de l'État. Donc, c'est pas évident. Et nous avons prévu dans un article qui vise à la mutualisation entre les communes, les EPCI et entre les EPCI eux-mêmes. Donc, ça va tout à fait dans le sens de l'incitation. C'est ce qui a été fait au moment de la loi NOTRe. C'est une proposition qui émane d'un texte de Mme Gouraud et de M. Darnaud pour définir clairement les compétences et pour inciter à la mutualisation entre les EPCI. Je pense que c'est par la mutualisation qu'on y arrive. Quant à la sédentarisation, la loi, elle le prévoit, pas mon texte, mais c'est déjà dans la loi, puisque les collectivités, à partir d'une certaine taille, ont obligation de prévoir des logements pour les gens du voyage qui voudraient se sédentariser. Je vous donne un exemple. Dans une commune de mon département, Faverges, pour ne pas la citer, il y a obligation de 3 logements. Il n'y a qu'un logement qui est occupé. Et pendant ce temps-là, vous avez des gens de la commune qui souhaiteraient occuper ces logements. Donc là aussi, on voit bien aussi les limites de la loi. Carl Olive, peut-être. Laurent El Ghazi, allez-y, je vous donne la parole. Je voudrais revenir sur ce que disait Monsieur Lecomte, sur la question d'avoir un abord plus large de l'ensemble de l'habitat des gens du voyage, et pas simplement de la caravane, de la circulation, des grands passages, etc. La vraie question, c'est effectivement comment on règle la question de l'habitat des gens du voyage. Et il faut le régler par le droit commun. Et il y a un certain nombre de textes de loi qui sont pour le moment absolument, dont les décrets sont même pas parus, et on voudrait renforcer la pénalisation des gens du voyage, alors même que des dispositifs qui vont... Pénalisation pour ceux qui ne respectent pas... Quelles sont les sanctions, mais bien sûr, mais pénalisons aussi les Laurent mecs qui ne respectent pas la loi. Et puis, je voudrais Laurent El dire... Ghazi, quelles sont les sanctions aujourd'hui pour les gens du voyage qui ne respectent pas la loi? De toute façon, mais c'était pas là-dessus. Elles sont déjà importantes. Dans les plans locaux d'urbanisme et dans les plans départementaux pour l'accueil des personnes défavorisées, savez-vous combien prennent en considération cette question de l'habitat des gens du voyage, c'est-à-dire des terrains locatifs sociaux, des terrains familiaux privés? Savez-vous combien? Moins de 10%. Donc là, il y a évidemment des possibilités qui sont inscrites dans la loi et dont les collectivités locales ne se saisissent pas. Pourquoi? Simplement parce que, disons-le franchement, les collectivités locales n'ont pas envie d'avoir des gens des voyages sur leur territoire, et ça relève de la stigmatisation qui a été dénoncée depuis des années par le défenseur des droits. Il y a déjà des sanctions qui existent pour les gens du voyage. Allez-y. Bien entendu, il y a des sanctions, il y a des peines. Lesquelles? Il y a des peines financières. En particulier, mais ce qu'il faut voir, c'est que ces peines-là, ce sont des peines qui, les peines, elles sont prononcées par des juges, et les juges ne prononcent qu'une part infime de l'intervalle qui est prévu par la loi, déjà. Parce qu'en réalité, elles ne sont elles sont utilisées déjà aujourd'hui comme pour leur caractère dissuasif, justement pour que les gens partent. Non. Et qu'à partir du moment où ils sont partis... Très bien. Ça fonctionne très bien, je peux vous le dire. Vous savez, à partir du moment où le préfet n'a pas d'autre solution, et où de toute façon il faut bien qu'il soit installé quelque part, malheureusement, vous ne résolvez pas ce type de difficulté en disant « je ne veux pas les voir chez moi, je veux simplement qu'ils partent ». L'important, c'est d'avoir un plan global. C'est la raison pour laquelle il y a des plans, il y a des plans par département qui devraient être faits. À partir du moment où vous n'avez que 18 départements qui respectent qui ont un plan correct, comment voulez-vous que les choses
se tiennent. Vous avez parlé de la décision du juge. Vous avez parlé de la décision du juge. Je suis complètement d'accord. Vous ne croyez pas qu'il pourrait y avoir des procédures allégées pour les préfets? Mais il y en ne a. vous croyez pas qu'il pourrait y avoir... Attendez, laissez-moi terminer, monsieur. Est-ce que vous avez du mal aujourd'hui à faire expulser des campements illégaux? Je vais vous expliquer. Le lendemain de l'arrivée de ces personnes, nous avons donc effectué le diagnostic social, sanitaire que j'expliquais tout à l'heure. Je me suis déplacé avec monsieur le sous-préfet Gros-Vogel de Saint-Germain-en-Laye, à qui je rends hommage. C'est une ville que vous connaissez. Il a fallu 1 mois et demi pour arriver à ces fins, avec des gens qui vous disent la main sur le cœur, on reste 15 jours, pas de problème, vous allez nous accompagner à l'hôpital, c'est ce qu'on a fait. 15 jours plus tard, ils sont plus 15, ils sont 127. Et à l'arrivée, j'ai une facture de 500 000 €. Alors moi, j'entends bien qu'on parle, évidemment, qu'on stigmatise un peu les collectivités locales, le manque entre guillemets, de respect à l'application de la loi. C'est pas le cas dans le département des Yvelines, en tout cas. Laissez-moi terminer sur l'application la Vallée de Seine, la communauté urbaine, parce qu'encore une fois, il nous manque 33 places à l'échelle de 405 000 et on est sur le point de pouvoir le faire. C'est pas ça la vraie difficulté. La vraie difficulté, c'est qu'à un moment donné, quand on a rempli nos droits, on souhaite qu'il y ait en face des devoirs. Et c'est ça le véritable problème. Je comprends votre difficulté. C'est pas la difficulté, c'est la réalité. Écoutez, moi, je suis dans un département qui respecte le schéma, qui respecte la loi. Et je vous l'ai dit, dans ce département qui respecte la loi, il y a eu 88 occupations illicites. Et des gens qui sont restés parfois plus de 15 jours, pour ne pas dire des mois, alors qu'ils étaient en totale illégalité. La loi n'est pas appliquée parce qu'elle n'est pas applicable, parce que c'est trop long, parce que c'est pas dissuasif. C'est l'objet de ma proposition. Ils sont restés en Savoie, ils sont bien en Savoie, parce que vous les recevez convenablement et que les autres ne le font pas. S'ils pouvaient aller ailleurs... Mais c'est plus les gens du voyage qui restent en Haute-Savoie. Attendez, les gens du voyage, ils ne sont pas obligés de traverser la France d'est en ouest et du nord au sud tous les jours. Non. Ils ont des activités professionnelles, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes, des questions familiales, ils ont des réunions comme tout le monde. Mais s'ils restent en Savoie, comme vous le dites, et je veux bien vous croire, pas de raison de ne pas vous croire, c'est simplement parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Et donc travailler avec vos collègues des départements voisins, des communes voisines, pour qu'eux aussi soient en règle. Ils ne le sont pas. 18 départements sur 95. Le débat est terminé. Rendez-vous demain dans l'hémicycle. On va les envoyer dans votre département, cher monsieur. Merci à tous les 4 d'avoir été les invités. Mais on n'a pas fini. On aura l'occasion d'en reparler. Après la chute de Daesh à Raqqa, une famille de djihadistes français en Syrie demande à rentrer en France pour y être jugée. Héloïse Grégoire. Leur califat à Raqqa est tombé et maintenant ils en appellent à la France. Après avoir passé plus de 3 ans au sein de l'État islamique, un couple de djihadistes et leurs 3 enfants veulent rentrer en France. Incarcérés en Syrie par des combattants kurdes du PKK, ils demandent au gouvernement français d'être rapatriés et se disent prêts à être jugés. Ils sont parfaitement conscients du fait qu'ils vont devoir rendre des comptes et répondre aux autorités françaises. Et c'est une condition de leur retour, une condition de leur arrivée en France. Rien ne s'oppose aujourd'hui à ce que des personnes qui ont la nationalité française puissent revenir sur le territoire à partir du moment où elles ont exprimé leur désaveu avec ce qu'est Daesh. Le gouvernement se dit prêt à rapatrier les mineurs passés par Daesh, mais pour les majeurs, les demandes seront traitées individuellement. Pour ce qui concerne les returnees majeurs, lorsqu'il a été démontré qu'ils ont commis des actes de guerre, ils ont été judiciarisés et emprisonnés. Les enfants sont placés évidemment sous assistance judiciaire. La situation de cette famille n'est pas un cas isolé. Selon le ministre de l'Intérieur, plus de 240 djihadistes, dont 58 mineurs, seraient revenus en France depuis 2012 et 130 seraient actuellement en prison. Et Thomas Bouvattier, auteur de Petit manuel de contre-radicalisation, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Thomas Bouvattier. Bonjour. Alors pour le revoquer, il faut interner et enfermer immédiatement tous les djihadistes qui sont revenus en France. Vous travaillez sur cette question depuis longtemps. Vous publiez d'ailleurs un livre sur la radicalisation. Est-ce que l'enfermement pur et simple, c'est la bonne méthode, la bonne réponse? Alors je pense qu'il y a plusieurs réponses. On peut parler de prévention de la radicalisation. Dans cette prévention de la radicalisation, il y a tout un ensemble de méthodes éducatives, sociales,
Après, en ce qui concerne l'enfermement de gens qui reviennent du territoire d'Irak-Syrie, les revenants, la judiciarisation est obligatoire. C'est-à-dire qu'ils vont directement en prison. Est-ce que c'est la seule méthode à faire ? Oui, pour le moment, c'est un crime qu'ils ont commis. Alors, pour qu'on comprenne bien l'ampleur du phénomène, parlons de chiffres un instant. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, parlait tout à l'heure de 240 adultes et 50 mineurs, beaucoup moins de 12 ans. Un rapport d'un think tank américain fait lui état de 5600 personnes au total, toutes nationalités confondues, qui reviendraient en Europe. 5600 personnes qui reviendraient donc en Europe. Est-ce que les chiffres qu'on connaît, donc ces 240 adultes en France sont minorés? Est-ce qu'il faut en fait attendre pour la France à beaucoup plus de retours? Alors d'abord, il faut attendre la fin des combats, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être tués parmi ce chiffre-là, ou emprisonnés par les forces diverses en présence. Ils peuvent être emprisonnés par les Kurdes, ils peuvent être emprisonnés par les Turcs aussi, ils peuvent être emprisonnés par le Hezbollah, ils peuvent être emprisonnés par différentes factions. D'ailleurs, la famille qui demande son retour, c'est une famille qui a été emprisonnée, je crois, par les Kurdes. Donc, il y a ceux qui vont aussi fuir et qui vont aller dans d'autres territoires de combat pour continuer leur djihad. Et il y en a une partie qui vont revenir. Donc, il faut bien faire attention à ces chiffres, parce que ces chiffres, si on ne prend que le chiffre de personnes françaises en Irak-Syrie, aujourd'hui, ils ne vont pas tous revenir. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont partir ailleurs, il y en a qui vont être emprisonnés par les différentes forces en présence. Est-ce que certains négocient leur retour avec les autorités françaises et est-ce qu'ils sont nombreux à le faire? À contacter les autorités, oui, et à négocier ce retour? Oui, en fait, depuis l'arrivée des premiers djihadistes et des premières déconvenues, il y a des familles ou des individus qui veulent négocier leur retour. Ça, c'est une vérité, mais qui n'est pas maintenant. Ça fait, en fait, depuis que les gens vont là-bas, ils se rendent compte que ce n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Et ce retour, il passe forcément par la prison? Alors, quand on a déclaré la guerre à la France, notamment, oui. Quand on va sur le terrain et qu'on s'est battu, oui. Toutes les personnes qui reviennent sont jugées, et puis après, c'est au cas par cas. La peine est appliquée selon que la personne ait participé au combat ou pas, et si elle est majeure ou mineure. Alors justement, le retour des mineurs qui beaucoup, on l'a dit, ont moins de 12 ans, comment faut-il les traiter? Comment peut-on juger de leur dangerosité? Comment peut-on juger de la dangerosité d'un enfant qui n'a même pas 12 ans? Alors déjà, c'est difficile de juger la dangerosité d'un adulte. Parce qu'en fonction de ce qu'il dit, on ne sait pas si c'est de la taqiya, c'est-à-dire quelque chose qui est permis en islam, qui consiste à cacher ses intentions. Et en l'occurrence, les djihadistes ont fait preuve de beaucoup d'adresse à reprendre de l'alcool, à avoir une vie, se raser la barbe, à dire tout et n'importe quoi, uniquement pour qu'on les laisse tranquilles, entrer en sous-marin en fait, et puis on ne les reconnaît pas, on ne reconnaît pas que ce sont des djihadistes, et puis après ils peuvent repasser à l'élection. Mais sur la question de l'endoctrinement et du désendoctrinement des enfants. Ouais. Après, donc, comme c'est difficile pour les adultes, pour après les enfants, il faut voir d'abord quel âge ils ont. Il faut savoir que dès qu'un enfant atteint à la puberté, ce qui est jugé à l'apparition de poils pubiens ou de poils sur la moustache, il peut participer au combat. Et on entraîne les enfants à mettre des coups de couteau dans les cadavres, on les entraîne à faire beaucoup d'atrocités, mais les garçons seulement. On les amène sur des terrains d'exécution pour qu'ils puissent assister à ça, afin de les préparer à ça. Donc tout le travail avec ces enfants-là, à mon avis, doit être mise en rapprochement avec le travail qui a été fait avec les enfants soldats. Après, encore une fois, il faut savoir s'ils sont pubères ou pas. Donc effectivement, avant 12 ans, un enfant garçon peut avoir participé au combat, et en revanche, une fille, non. Après, les enfants de moins de 10 ans au moins, je pense, n'ont pas participé au combat. Mais il suffit, et en tout cas, ce qui est très important, c'est de les placer
bien sûr, en dehors de les parents, dans une famille d'accueil ou dans un centre qui puisse être à même de les reprendre en main, ou de reprendre en main l'éducation qui a manqué. Vous travaillez, on l'a dit, en liaison avec le ministère de l'Intérieur sur des programmes de prévention de la radicalisation. Il y a 18 mois, le gouvernement avait annoncé la création de 13 centres de déradicalisation. Il n'y en a finalement eu qu'un seul, c'est Beaumont-en-Véron qui a fermé en juillet dernier. Pourquoi ça n'a pas marché ? Je crois que le terme déradicalisation est en soi une des réponses, parce que la déradicalisation, c'est un paradoxe. On ne déradicalise pas quelqu'un. C'est déjà quelque chose qui est basé sur le volontariat. Donc une personne à qui on demande de se déradicaliser volontairement, elle est forcément déjà déradicalisée, entre guillemets. Donc ça fait pas de sens. Mais concrètement, pourquoi le centre a fermé? C'était le seul centre en France, alors que déjà il devait y en avoir 13. Le gouvernement en avait promis 13, il n'y en a eu qu'un seul. Et ce dernier, l'unique centre, a fermé. Pourquoi? Alors déjà, s'il y en a eu 13 et qu'il n'y en a eu qu'un qui a ouvert avec peu de personnes, c'est parce que justement cet appel au volontariat était paradoxal avec le fait d'être radicalisé. Si on est radicalisé, on n'a pas envie de se déradicaliser. Alors si on est déjà pris dans la contradiction des thèmes qui fondent ou qui justifient la radicalisation, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit en fait que c'était pas exactement ce à quoi on s'imaginait. On peut subir des traumatismes en France sur le terrain ou dans des groupes radicalisés, et ce traumatisme-là peut être à la source d'un désir d'en sortir. Mais ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas assez de volontaires. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas assez de volontaires. Non seulement ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas assez de volontaires, mais aussi parce que le terme de déradicalisation est en soi une tricherie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déradicaliser quelqu'un. C'est à lui de le faire par lui-même. On peut l'encourager, l'accompagner. On peut l'encourager. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas ne plus étudier les processus de désembrigadement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des programmes de déradicalisation en prison, de désendoctrinement en prison, puisqu'on le sait, le milieu carcéral est un des premiers lieux d'endoctrinement? Alors, déjà, il faudrait reprendre un tout petit peu ce que c'est que la radicalisation, parce que ça va nous permettre d'aborder ce que c'est que le désembrigadement, voire une déradicalisation personnelle. La radicalisation, c'est le fait de ne pas pouvoir se passer d'une famille. Et en fait, c'est de passer de sa famille à une autre famille, de faire un troc de racines, puisque la radicalisation vient de radix, les racines. Et donc, c'est de rester dans un environnement clos, fermé au monde, coupé du monde. Et c'est ce qui se passe dans un gang, c'est ce qui se passe dans un groupe radicalisé, mais c'est aussi ce qui se passe en prison. Dans une prison, on est coupé du monde, on est fermé, on est tenu. Donc, les méthodes, pour l'instant, il y en a eu deux, en gros. La prison, c'est le premier lieu sur lequel on doit travailler, sur lequel les pouvoirs publics doivent travailler? La première, c'est la famille, parce que c'est dans la famille, en fait, que naissent... Quand on parle du retour de ces djihadistes, puisqu'on les enferme, c'est ce qu'il faut faire, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Une fois qu'ils sont enfermés, c'est sur le milieu carcéral, justement, qu'il faut travailler? Alors, c'est le milieu carcéral, évidemment. D'abord, c'est la personne qu'il faut regarder, qu'il faut étudier, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, est-ce qu'elle est en taquilla ou pas, est-ce qu'elle est contre Daesh, mais être contre Daesh, ça ne veut pas dire être contre l'établissement d'un califat. C'est-à-dire, on peut être contre Daesh et dire que Daesh, c'est pas bien, mais être pour Al-Qaïda, par exemple. Donc, c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Et en prison, on a fait, au début, on a mis les judiciarisés, radicalisés en contact avec d'autres prisonniers, et il y a eu cet effet de propagation de leur théorie. Et après, ils ont mis les radicalisés ensemble, et puis finalement, ils se sont entretenus dans leur idéologie. Donc, la troisième position, c'est celle-ci qui va être intéressante. Qu'est-ce qu'on fait d'eux en prison? Est-ce qu'on ne leur donne pas le choix de travailler sur leur embrigadement? Dans ces cas-là, c'est une obligation. Soit on continue à dire, voilà, c'est votre choix. Et dans ces cas-là, ça repose sur le volontariat avec les mêmes problèmes dont on a parlé. Très rapidement, est-ce qu'à vos yeux, la France est en retard en matière de déradicalisation comparée aux autres pays européens, par exemple? Non, je ne crois pas. Parce que les programmes de déradicalisation, entre guillemets, bien entendu, qui ont été mis en place en Angleterre, par exemple, ont fait appel à des salafistes non guerriers. En fait, il n'y a pas mieux pour dire à un djihadiste de ne pas se battre qu'un salafiste non guerrier qui va lui dire
te bats pas avec des armes, on va faire autrement. Ou voir les frères musulmans qui vont dire on va arriver à créer un califat, mais par le vote. Laurence Rossignol, bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste de l'Oise, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Rebecca Amsalem, bonjour. Vous êtes docteur en économie, fondatrice de la newsletter Les Glorieuses. Vous appelez les femmes à débrayer demain à partir de 11h44. C'est l'heure à laquelle finalement on va travailler bénévolement jusqu'à la fin de l'année. On va en parler bien sûr sur ce plateau. Erwan Tison, bonjour. Vous êtes coordinateur des études au sein de la Fondation Concorde. Vous avez travaillé sur ces questions d'inégalité salariale. Cela représente un manque à gagner pour vous de 62 milliards d'euros. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Et Olivier Thévenon, bonjour. Vous êtes économiste au sein de la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE, auteur d'une étude sur l'égalité, atteindre l'égalité femmes-hommes, un combat difficile, publié par l'OCDE. Tout récemment, c'était le 17 octobre dernier. Première question pour vous, Rebecca Amsalem. Ce n'est pas nouveau, ce mouvement qui appelle les femmes à s'arrêter de travailler. C'est une campagne de communication, mais au-delà de ça, finalement, on se rend compte qu'il y a peu d'actions concrètes pour faire évoluer les choses. Oui, absolument. Alors, ce n'est pas une demande à ce que les femmes s'arrêtent de travailler. On n'est pas un syndicat, on n'est pas une organisation politique, on ne fait pas ce type d'appel. Par contre, l'idée, c'était vraiment de créer une date symbolique à un moment pour faire comprendre qu'il existe encore aujourd'hui, en 2017, une vraie disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes. Et donc, nous, on a choisi le chiffre d'Eurostat. Il existe d'autres chiffres qui sont tout aussi pertinents, d'ailleurs, pour vraiment mettre en lumière les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Mais ça montre qu'encore aujourd'hui, il y a 15,8% d'écart entre les rémunérations des femmes et des hommes. Laurence Rossignol, il y a une prise de conscience réelle, il y a des actions concrètes, mais on voit que les entreprises rechignent finalement toujours à appliquer, notamment la loi, puisqu'il y a des lois aujourd'hui qui sanctionnent les entreprises qui ne respectent pas cette égalité salariale. Mais oui, elles rechignent parce qu'elles ont un intérêt. Quand les femmes sont sous-payées, le coût du travail, ce fameux coût du travail que le MEDEF veut tout le temps baisser, eh bien là, il est baissé par le sous-paiement des femmes. Mais peut-être quand on parle des entreprises, il faut parler aussi d'une très grande entreprise qui sous-paye les femmes également, c'est la fonction publique. Et vous avez un petit reportage au début qui indiquait quelles seraient les recettes fiscales que produirait une égalité salariale entre les femmes et les hommes. En même temps, si on appliquait dans la fonction publique la même règle, un travail égal, salaire égal, et puis la chasse aux inégalités professionnelles, et on reviendra probablement sur leurs racines, parce que la difficulté tient aussi à la complexité, il faudrait augmenter quasiment de 20% la masse salariale de l'État, fonction publique d'État, fonction publique territoriale. C'est un peu moins grand dans la fonction publique hospitalière. Et donc effectivement, quand on parle égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, on parle d'argent et on parle d'une manne qui est effectivement donnée aux entreprises en sous-payant les femmes dans les métiers dans lesquels elles sont souvent cantonnées. Ouais. Olivier Thévenon, Laurence Rossignol évoquaient cette question des racines, de ce pourquoi finalement les femmes sont moins bien payées. Vous avez travaillé sur cette question, alors d'où ça vient? Alors effectivement, il y en a plusieurs, mais moi je voulais souligner tout l'intérêt qu'a cette démarche, parce qu'effectivement, elle est symbolique, et cette idée de débrayer à partir de demain, je trouve qu'elle peut frapper les esprits, et c'est viscéralement finalement ce dont on a besoin, parce que c'est un changement d'attitude assez général qu'il faut opérer, à la fois dans le milieu de l'entreprise, comme il a été signalé, mais pas seulement, je dirais, aussi à la maison, c'est-à-dire chez soi. Et c'est là où on touche les racines. Évidemment, il y a des facteurs. Les femmes sont souvent dans des professions qui sont moins bien payées que les hommes. Elles ont de plus de difficultés à progresser dans leur carrière. Et l'un des facteurs qui aussi explique cela, c'est qu'elles doivent supporter la plus grande part, en tout cas, de la conciliation entre travail et vie familiale dès lors que le ménage a donné naissance à des enfants. Et là, évidemment, le partage entre hommes et femmes dans la sphère domestique est extrêmement important si on veut à terme aussi arriver à une plus grande égalité entre hommes et femmes en matière de salaire. Erwan Tison, sur les racines de ces inégalités, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est vrai que les causes sont multiples.
Les causes sont multiples, effectivement. Une des racines que nous avons identifiées à la Fondation Concorde réside aussi dans la durée du congé paternité. Aujourd'hui, vous avez 11 jours pour les hommes, c'est beaucoup plus pour les femmes, et seulement 4% justement des hommes prennent un congé parental de plusieurs mois à la fin de leur congé paternité. C'est d'ailleurs une des principales leviers qu'on pourrait activer du coup pour pouvoir éventuellement résorber cette inégalité-là, en plus d'actions symboliques comme elle appelle à le faire demain les Glorieuses. Ouais. Laurence Rossignol, c'est vrai que le congé maternité, ça maintient la femme en dehors de l'emploi, ça la freine dans sa progression. Moi, j'identifie trois causes principales. La première, c'est le temps partiel. Parce que quand on parle inégalité salariale, on parle en masse. C'est-à-dire qu'on compare le volume du salaire des hommes au volume du salaire des femmes. Donc, il y a le temps partiel, et le temps partiel vient, comme viennent de le dire les deux intervenants précédents, de l'inégalité des charges domestiques et familiales qui pèsent sur les femmes. Deuxième sujet, les classifications. Il faut savoir que les métiers dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses sont les métiers dans lesquels les grilles de classification sont le plus défavorables pour les femmes. Il y a un exemple qui est toujours intéressant, c'est qu'on ne rémunère pas de la même façon une même tâche selon si elle est effectuée par les hommes ou par les femmes. Alors bien entendu, c'est pas dit comme ça. Il y a pas la classification, elle prend pas le critère de sexe. Mais je prends un exemple simple. Vous prenez le fait de soulever des charges lourdes. Soulever des charges lourdes, quand il s'agit des sacs de ciment, c'est mieux rémunéré que quand il s'agit de soulever des malades, des personnes âgées. C'est-à-dire dans tous les métiers du soin où les femmes passent leur temps à se pencher, soulever une charge, se repencher, et où c'est la même pénibilité, eh bien, dans les grilles de classification, ce n'est pas compté de la même façon. Et enfin, troisième sujet, alors là, on est dans le sexisme pur, puisqu'on identifie à peu près à 9%, si ma mémoire est bonne, ce qu'on appelle le résiduel. C'est-à-dire, une fois qu'on a tout expliqué, c'est qu'est-ce qui reste et qui n'est pas explicable. Et là, on trouve ça particulièrement chez les cadres. Bien entendu, c'est plus facile d'un point de vue de développer des inégalités salariales chez les cadres que chez des gens qui sont au SMIC. C'est l'histoire toujours que racontent beaucoup de femmes, c'est le collègue, le voisin de bureau qui oublie sa feuille de paye à la photocopieuse et tout d'un coup, la femme qui trouve cette feuille de paye découvre que pour une tâche identique, une fonction identique, l'écart de rémunération est autour de 20 à 30%. Et plus on monte, plus les écarts de rémunération sont élevés chez les cadres. Et après, il faut examiner dans le top management comment est constitué un conseil d'administration et surtout un comité exécutif. Il y a soit pas de femmes, soit on les trouve sur des fonctions les moins rémunérées, le juridique ou la communication. Voilà. Et ça, vous avez à peu près, sous votre contrôle à tous, à peu près les trois poches d'où résident les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Alors, face à cela, Rebecca Amsalem, il y a une campagne plutôt offensive du gouvernement qui veut mettre en place du testing auprès des entreprises. On veut faire du name and blame, on nomme, on blâme. Ça peut être efficace comme mesure selon vous pour sanctionner les entreprises? Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Si jamais on veut faire en sorte d'arriver à cette égalité dans 20 ans et non pas dans 217 ans comme une étude l'a montré aujourd'hui, je pense qu'il faut s'inspirer en fait tout simplement de ce qui a déjà été fait dans les pays où l'égalité est la plus proche, en Islande, en Norvège, en Suède. Et nous, c'est ce qu'on a fait du coup dans l'étude qu'on a publiée avec les Glorieuses, c'est qu'on allait s'inspirer de ce qu'ils avaient fait en matière de politique publique. Et en fait, il y a 3 leviers sur lesquels on peut travailler aujourd'hui. La transparence des salaires en entreprise, ça c'est fondamental. Il faut faire en sorte que les entreprises publient leur grille des salaires. Parce que finalement, sans ces informations, on aura beau faire des actions de communication comme on en fait demain, finalement, on ne connaîtra pas la réalité de cette question-là. Le deuxième point, c'est, comme vous l'avez souligné précédemment, le congé parental. Il faut qu'il y ait un congé parental qui incite à ce que les 2 parents du couple le prennent de manière équitable et en tout cas pour une même durée. Et le troisième élément, c'est comme en Islande, c'est ce qu'ils ont mis en place l'année dernière, c'est ce qu'ils appellent un certificat d'égalité obligatoire pour les entreprises. Donc c'est aux entreprises elles-mêmes de prouver qu'elles ont respecté cette égalité des salaires. Et ce certificat, elles sont obligées de le demander à l'administration publique qui leur délivre à partir du moment où elles ont rempli un certain nombre de critères. Donc il faut vraiment travailler au niveau des politiques publiques autour de ces 3 éléments, la transparence des salaires, le congé parental et le certificat d'égalité. Erwan Tizon, vous dites aujourd'hui les lois, ça ne suffit pas, il faut actionner d'autres leviers. Lesquels? Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Tout à fait, j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit. Sur le volet législatif, on est parti d'un constat à la
la Fondation Concorde, c'est que sur ces 10 dernières années, on a eu 2 lois et un décret visant justement à égaliser les salaires, et ça ne marche pas. Nous, on a pris un autre parti qui est celui de dire on va quantifier ces inégalités-là. On est dans un période de processus de budget pour l'année prochaine, on parle beaucoup de chiffres, on a voulu aussi apporter notre contribution, et on a remarqué que la différence de salaire entre les femmes et les hommes, aujourd'hui en France, représente 62 milliards d'euros de pertes pour l'économie française. Alors, comment parvenez-vous à ce chiffre? Alors tout simplement, en fait, on a créé une matrice économique sur laquelle on a égalisé les salaires des femmes et des hommes en prenant en compte les disparités qu'il y avait aujourd'hui par catégorie socio-professionnelle. Et de là, on a tiré du coup le bénéfice salarial net pour les actives qui serait d'environ 33 milliards. Et on a également sorti le bénéfice pour Bercy qui serait aux alentours de 33-34 milliards. À côté de ça, on a imaginé que toutes les taxes augmentaient, la TVA, l'impôt sur le revenu, et on arrive quand même à des chiffres assez impressionnants dans une période où économiquement c'est pas forcément tout rose. Vous n'avez pas intégré l'augmentation de la masse salariale de la fonction publique, puisqu'on retrouve exactement les mêmes inégalités avec les mêmes gaps dans la fonction publique que dans le privé, parce que là ça coûte dans la fonction publique si on augmente les salaires. Ça coûte, mais ça rapporte. Ça rapporte parce qu'après on enclenche aussi un processus d'augmentation de la consommation, donc d'augmentation du carnet de commandes, donc d'augmentation de la croissance et création d'emplois. Donc tout le monde en profitera, et l'État aussi par l'augmentation des recettes publiques. Parce qu'il faut quand même, Laurence Rossignol. Faut pas être totalement angélique sur ces sujets. On est entre gens ici qui sommes convaincus et plein de bonne volonté. Et puis on a 48 heures pendant lesquelles tout le monde va être pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. C'est comme on est dans une séquence où tout le monde est pour le respect et contre le harcèlement sexuel. Mais après, les choses vont revenir, le business as usual va reprendre. Il y a quand même des intérêts économiques importants en jeu dans cette affaire-là. Il y a des privilèges à défendre dans l'inégalité salariale femmes-hommes. Il y a d'abord le fait que les femmes fassent 80%, 70 à 80% des tâches ménagères à la maison. C'est un travail invisible, non rémunéré. Et il y a des bénéficiaires du fait que les femmes fassent ce travail-là à la maison. Il faut qu'on en parle aussi. Il y a dans les entreprises des profits supplémentaires, le coût du travail est moins élevé quand c'est les femmes qui l'assument, et il y a dans l'État un avantage aussi en termes de budget public, de dépenses publiques, à ce qui est 20% aussi d'écart salarial entre les femmes et les hommes. Ce que je veux dire, c'est que c'est un grand bouleversement de l'ordre établi. Ce n'est pas une affaire, c'est pour ça que les lois d'ailleurs... La première loi date de 83 et on en est toujours à constater qu'on n'a pas atteint les objectifs. Ce n'est pas une affaire aussi consensuelle qu'elle semble l'être, cette affaire de l'égalité salariale. Moi, j'adhère totalement aux propositions que vous faites, et en particulier à la question de la transparence des salaires, qui aura le double avantage aussi de lutter contre les trop grands écarts de salaire, y compris entre les hommes et les hommes, dans l'entreprise, qui est un des maux de l'économie actuelle. Olivier Thévenot, je voudrais revenir aux chiffres annoncés par la Fondation Concorde. Ça créerait 26 000 emplois de plus par an. C'est un manque à gagner pour l'économie française de 62 milliards d'euros. C'est colossal. Comment on peut convaincre justement les entreprises que avoir un salaire égal pour une femme, c'est aussi un facteur de performance? Alors ça peut l'être, mais je reviendrai, je ferai écho à ce que disait Laurence Rossignol. C'est une perspective. Il y a des gains économiques, à coup sûr, à long terme, à gagner d'une plus grande égalité, mais elle doit faire. C'est selon certaines conditions. C'est pas. Il y a certains changements organisationnels à mettre en place, à la fois dans les entreprises, et puis on le disait déjà aussi dans la façon de s'organiser des ménages, pour qu'il y ait des bénéfices qui puissent être générés de cette plus grande égalité entre hommes et femmes. Alors nous aussi, alors ce qu'il faut avoir, c'est qu'à terme, quand même, on vit quand même sur une inégalité entre hommes et femmes qui peut être coûteuse économiquement, simplement par le fait qu'aujourd'hui, globalement, les femmes sont plus qualifiées que les hommes. Donc il y a un problème d'allocation de la main-d'œuvre et des compétences et des qualifications qui, à terme, peut entraver, disons, la dynamique de croissance économique. Et c'est ce qu'on essaye effectivement de regarder dans notre ouvrage, en partie. Mais évidemment, il y a des intérêts en jeu, des conservatismes, des bénéfices à court terme qui veulent être maintenus et qui font obstacle à cette plus grande égalité. Et donc les moyens un petit peu d'aller de l'avant, ça nécessite effectivement des politiques qui sont publiques, qui soient très actives. Et je rejoins tout à fait les propositions qui sont faites. Lorsqu'on regarde ce que font les pays, alors effectivement... Est-ce qu'il faut des sanctions
sanction, hein, comme le prévoit le gouvernement, dire sur la place publique aussi, donner les noms des entreprises. Alors, il y a des sanctions financières. Alors il y a plusieurs choses, mais il y a des pénalités. Pour reprendre un petit peu ce qui a été évoqué, il y a effectivement l'idée d'assurer une plus grande transparence des niveaux de rémunération qui sont mis en place dans beaucoup de pays, l'Australie, le Royaume-Uni, le Japon, qui vont dans cette direction. Certains pays aussi essayent de mettre à disposition des employés des calculateurs de salaire qui prend en compte les professions, mais aussi la région dans laquelle les employés travailleraient, pour avoir une idée vraiment concrète du salaire auquel ils peuvent prétendre. Le congé parental est effectivement quelque chose qui pourrait être réformé en vue d'inciter un peu plus d'hommes, il faut le dire, de pères, à partager ce congé. Et puis les actions, effectivement, il ne faut pas les négliger. Alors il y a le certificat de bonne conduite que vous évoquez, et puis les campagnes d'information qui peuvent essayer aussi de changer les mentalités, parce que là, encore une fois, je reviens sur ce que je disais en introduction, un changement d'attitude assez générale et de prise de conscience assez générale est important. À cela, j'ajouterais aussi quand même que ce qui est intéressant dans les lois qu'on a observées et qui ont été mises en œuvre en France pour assurer l'égalité professionnelle, c'est que on a constaté, le Haut Conseil à l'égalité entre hommes et femmes a publié un rapport il y a 2 ans qui montrait que, en gros, la moitié des entreprises de plus de 50 salariés n'étaient pas au courant même des obligations légales qui leur a été faites de mettre en place des plans d'égalité entre hommes et femmes. Nul n'est censé ignorer la loi pourtant. Et pourtant, voilà, donc il y a vraiment une campagne d'information à faire. Et puis, de la part de la puissance publique, il y a aussi un système public de suivi des lois et de mise en place des sanctions qui doit être mise en place parce qu'on fait face à un grand défaut dans cette matière. Ça veut dire quoi, Rebecca Amsen? Ça ne sert à rien ce que fait le gouvernement en ce moment, cette politique finalement de carottes, de bâtons, on fait des sanctions, on fait du testing, on donne le nom des entreprises qui ne respectent pas la loi. C'est pas comme ça qu'on arrivera à une égalité parfaite, si c'est possible un jour? Pas tout de suite en tout cas. Je pense que c'est pas suffisant. Vraiment, c'est pas suffisant. On l'a vu, l'action a été mise en place, il me semble, il y a plusieurs semaines déjà. Il y a déjà des noms d'entreprises qui ne respectaient pas cette égalité salariale qui ont été publiés. J'ai pas vu beaucoup d'articles sur ces entreprises et je pense pas que leur chiffre d'affaires n'en ait vraiment pâti. Je pense que si on veut vraiment arriver à une égalité concrète, déjà, il faut qu'on se rende compte que chacun et chacune, à notre niveau, on peut faire quelque chose pour arriver à cette égalité. En tant que salarié, on peut aller voir les syndicats de son entreprise et faire valoir justement nos droits, comme vous le disiez précédemment. Au niveau des entreprises aussi, forcément, si jamais tous les chefs d'entreprise décidaient demain d'augmenter le salaire des femmes, on n'aurait plus à se battre et il n'y aurait plus de mouvement pour l'égalité salariale, on y arriverait. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement par les pouvoirs publics, il faut qu'il y ait des politiques publiques qui soient plus incitatives, comme les 3 que j'ai mentionnés précédemment, la transparence des salaires, le congé parental et le certificat d'égalité, si on veut vraiment arriver à une égalité, non pas dans 200 ans, mais dans 10 ans. Et c'est possible, en fait. C'est ça qui est intéressant avec cette question-là. On peut y arriver. Laurence Rossignol. 2 petits retours d'expérience, 2 anecdotes. Lorsque j'étais en charge des droits des femmes, j'ai eu effectivement à connaître de ce que vous évoquiez là un instant, c'est-à-dire le nombre d'entreprises qui ne respectent pas l'obligation de faire un plan égalité professionnelle. Et à ce moment-là, la question a été posée de les publier, ces entreprises, de donner leur nom. Parce que là, on n'est pas dans 3 entreprises qui n'ont pas accepté, qui sont défilées pour une réunion. C'est les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations. Je me suis heurtée à Bercy et au ministre chargé des entreprises de l'époque, qui considérait que ce n'était pas une bonne manière et qu'il valait mieux essayer de les convaincre. Voilà, ça c'est première petite anecdote. Deuxième, c'est que le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, le CSEP, a mis en place l'année dernière, a réalisé un guide pour que la négociation, comment conduire une négociation côté patronal et côté syndical salarié sur l'égalité professionnelle. À la fin de toute la période d'élaboration et de rédaction, le MEDEF, qui était autour de la table puisqu'il fait partie du CSEP, a refusé de s'associer à ce document qui n'avait rien de contraignant, qui n'était qu'un guide de la négociation. Moi, j'attends d'un gouvernement, je l'ai attendu quand j'étais en responsabilité, ça ne s'est pas fait, je l'ai espéré du suivant, que la première conférence sociale
sérieuses qui se tiennent sur l'égalité salariale. Parce qu'il y a quand même une espèce de contrat tacite, d'arrangement tacite entre d'un côté le patronat, les pouvoirs publics et aussi les organisations syndicales salariées, il faut bien le dire, pour ne pas faire de ce sujet le sujet central de la négociation sociale aujourd'hui. Jamais il ne s'est tenu une conférence sociale consacrée à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et je conclurai sur un mot, je suis très inquiète pour l'avenir, parce que c'est aussi une affaire de métier, l'égalité. Ce n'est pas qu'une affaire de salaire. Et les métiers déterminent les salaires. Et dans ce qu'on nous présente comme étant le secteur d'avenir, c'est-à-dire tout ce qui est les nouvelles technologies et les fameuses start-up, nous avons 15% de femmes aujourd'hui dans ces entreprises, confinées dans les métiers de communication, de droit, de finance. Aucune sur les métiers techniques. Nous avons toujours que 15% de filles qui rentrent à Polytechnique. Elles ne passent pas le concours. Nous n'avons pas de femmes dans les écoles d'ingénieurs, pas suffisamment. Donc si je regarde quels seront les métiers de demain, d'ores et déjà, je vois que les femmes en sont absentes. Et ce n'est pas simplement parce qu'on leur ferme la porte, c'est parce qu'elles ne la franchissent pas. Donc depuis l'école maternelle, la lutte contre les stéréotypes de genre devrait être une des priorités pour préparer l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais là, il faut encore affronter les conservatismes. Rappelons-nous ce qu'ont donné les débats sur les stéréotypes de genre à l'école, les conservatismes et puis l'éducation nationale qui ne veut pas d'ennui en fait avec qui que ce soit dans l'école. Erwan Tison, peut-être sur l'impact économique, parce que vous avez travaillé sur ces questions. Alors, juste sur revenir, je vais essayer de combiner ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire l'impact économique et comment parvenir justement à cette égalisation des salaires. Moi, je ne suis pas persuadé que justement il faut toujours s'en remettre à l'État, parce que l'État, bien sûr, a son rôle à jouer sur le congé paternité déjà, mais c'est aussi une prise de conscience qui doit se faire au sein même des entreprises, même au sein même de la société. Vous l'avez dit avant, Madame la Ministre, on en parle 48 heures et puis on aura vite oublié, lundi, on parlera d'autre chose. C'est pour ça que aussi, c'était le but aussi de notre étude. Un chiffre peut-être à retenir, c'est que si jamais du coup cette égalisation des salaires est opérée en termes de recettes fiscales, ça pourrait permettre de baisser de 50% l'impôt sur le revenu des différents citoyens. Donc allez voir les contribuables en disant si jamais vous faites pression auprès des entreprises pour lesquelles vous êtes consommateur ou pour lesquelles vous êtes acteur en tant que salarié, et votre impôt sur le revenu peut diminuer de presque par 2. Ça peut paraître un peu démagogique dit comme ça, mais c'est aussi un levier qui peut être activé. Il ne faut pas oublier non plus le pouvoir du citoyen par rapport à son économie et son écosystème. Rebecca Amsalem, on le disait aussi, il y a une vraie urgence sur ce sujet. On est en plein débat sur les questions de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, de violence conjugale. Est-ce qu'on peut faire un lien aussi entre ces inégalités salariales et la question du sexisme aujourd'hui? Le patriarcat. La domination masculine. C'est systémique. Notamment sur le manque d'autonomie financière qui conduit aussi parfois les femmes justement à ne pas victimes de violence, à ne pas quitter... Il y a un lien, très clair, il y a un lien, c'est ce que vous disiez, il y a un lien systémique. Les femmes et les hommes, d'ailleurs, vivent dans un système qui est amplement inégalitaire pour les femmes. Et ça se rejoint avec ce qu'on a vu avec le mouvement Moi aussi et Balance ton porc, qui a eu une ampleur considérable. Et là où c'était intéressant, là où ce mouvement était extrêmement intéressant, c'était que pour la première fois, j'avais l'impression que la parole des femmes était entendue, la parole des femmes était légitimée. Et ça se rejoint également avec l'égalité salariale. On a tendance à dire que les femmes ne gagnent pas autant que les hommes parce qu'elles ne demandent pas d'augmentation. Elles n'osent pas. Elles n'osent pas négocier leur salaire. C'est absolument faux. Elles osent négocier leur salaire, elles demandent des augmentations. Et il y a même des études qui montrent qu'en fait, on a tendance à pas les donner pour les femmes, ou en tout cas pas autant que pour les hommes. C'est ça le problème. C'est effectivement, on vit dans un système qui privilégie les hommes et pas les femmes. Et il est temps de regagner ce pouvoir pour vraiment créer une égalité concrète entre les femmes et les hommes. Olivier Thévenon, c'est vrai qu'aussi même les jeunes femmes qui sont en école de commerce, vous parliez de Polytechnique, celles qui arrivent à ce niveau d'études, elles n'osent pas, nous dit-on, négocier leur salaire, alors qu'un homme, visiblement, on est face à des stéréotypes qui sont ancrés depuis très très longtemps. Un homme, on va trouver ça viril finalement, qui demande plus d'argent lorsqu'il est embauché par une entreprise. Alors c'est effectivement ce qu'on trouve parfois, mais il y a effectivement quand même certaines catégories de femmes qui osent et certaines catégories d'hommes qui n'osent pas. Mais je crois que vraiment la racine du mal vient de ce que évoquait Laurence Rossignol. C'est qu'en amont de ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui arrivent à Polytechnique et qui arrivent dans des carrières scientifiques ou de compétences techniques. Et à l'inverse,
pas beaucoup d'hommes qui travaillent dans des secteurs du soin, de la santé, dans des secteurs sociaux. Donc il y a vraiment un changement de mentalité qui passe effectivement dès l'école, à la fois dans l'éducation qu'on a en direction des enfants, et puis des systèmes de sélection et des systèmes d'orientation. Et donc c'est avec ces changements-là qu'on peut espérer à long terme avoir une vraie convergence entre les hommes et les femmes et assurer une égalité, non pas simplement en matière de salaire, parce que l'égalité en matière de salaire, ce ne sera que le résultat d'une plus grande égalité à l'école, dans le choix d'orientation, lorsqu'il y a des décisions familiales qui sont prises, et puis dans le métier que les jeunes adultes choisiront. Donc au bout du processus, on pourra avoir une meilleure égalité salariale, mais on voit bien qu'il faut vraiment effectivement partir dès le plus jeune âge. Quand on critique les jouets roses pour les petites filles et les jouets bleus pour les petits garçons, les pelles, les balayettes pour jouer à la maman, et puis les lunettes d'astronomie pour jouer aux garçons. Quand on critique ça, on nous dit toujours, vous les féministes, vous feriez mieux de vous occuper des choses importantes que de vous occuper des jouets. Eh bien, la question des jouets, où depuis une dizaine d'années, on est en régression totale, c'est-à-dire que la place des rayons filles et des rayons garçons n'a fait que s'accroître dans les magasins de jouets. C'est un sujet central. Quand vous avez un magasin de meubles, récemment, qui vous montre 2 photos de chambres d'enfants, la chambre de la petite fille, elle est rose avec une coiffeuse. Il n'y a pas de bureau. La chambre du petit garçon, elle est bleue avec un bureau et une map monde sur le bureau. Voilà une chambre de fille, une chambre de garçon. Comment voulez-vous qu'à l'arrivée, les petites filles ne soient pas conditionnées pour considérer qu'elles doivent être belles et les petits garçons pour considérer qu'ils doivent être dans la technologie et les métiers techniques? Et on est perpétuellement moqués, nous les féministes, parce qu'on justement, on dénonce la dimension systémique. On ne s'en sortira pas en découpant les sujets par tranches. La semaine de l'inégalité salariale, ça doit faire l'objet d'une réflexion globale des jouets. Sur ces questions. C'est global. Et nos adversaires ne veulent pas traiter le sujet de façon globale. Erwan Tison, peut-être vous souhaitez ajouter. Oui, il y a un problème systémique aussi, même au sein des entreprises. Hein. L'image même que renvoie justement la femme dirigeante, aujourd'hui, il n'y a que 25% des dirigeants d'entreprise qui sont des femmes. Ça pose quand même un souci, sachant qu'elles représentent 48% de la population active, sur 2. Donc derrière, il n'y a pas cette volonté de se dire, tiens, moi aussi, je peux diriger une entreprise, moi aussi je peux avoir accès à des fonctions dirigeantes. Et pareil, je me rappelle mes années universitaires, quand j'ai fait mes études d'économie, la plupart du temps on nous disait les femmes vous allez en gestion et les hommes vous allez partir en finance et en management. C'est un problème qui est culturel mais qui mettra effectivement beaucoup de temps et qui sera global à devoir résoudre. Peut-être aussi montrer beaucoup plus d'exemples de réussite, de se dire pas uniquement voilà c'est monsieur machin qui réussit, mais aussi de dire que la réussite n'est pas forcément regenrée et qu'elle est aussi féminine. Pas de femmes dans les bouquins de maths, pas de femmes dans les bouquins de sciences, que des hommes pour incarner la réussite et la recherche en matière scientifique et technologique. Et pourtant, les femmes, elles sont là, elles existent. En général, elles étaient juste derrière l'homme qui vendait et récoltait les fruits de l'invention et du progrès. La prise en charge du cancer devient-elle trop chère? Des médecins s'inquiètent notamment de la hausse des prix des médicaments qu'ils jugent intenables. Ils appellent les laboratoires à plus de transparence. Les explications de Jérôme Rabier. Ce sont de petits flacons qui peuvent valoir jusqu'à 100 000 € par an et par patient. Keytruda ou Opdivo, c'est leur nom, sont des traitements de nouvelle génération contre le cancer. Leur efficacité serait très élevée, mais le coût qu'ils font peser sur le système de santé pose question. En France, c'est le CEPS, Comité économique des produits de santé, qui est chargé de fixer le prix des médicaments. Mais les conditions de négociation sont opaques au nom du respect du secret des affaires. Pour les associations d'usagers, il faut davantage de transparence, et notamment des représentants d'associations dans ce CEPS. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas des professionnels de santé, nous représentons exclusivement l'intérêt des citoyens et des malades, et on n'a pas d'autres choses à défendre, on n'a pas une usine à faire tourner, on n'a pas une administration à protéger, on n'a rien de tout ça, on a juste l'intérêt des patients, des usagers, des citoyens. C'est évidemment les laboratoires qui sont visés. Eux répondent qu'ils investissent rien qu'en France plus de 5 milliards € par an dans la recherche et le développement de nouvelles molécules. Mais l'État, qui a la main sur le prix, pourrait imposer de nouvelles mesures. Les commissions pourraient être en effet plus ouvertes, d'abord aux spécialistes, aux chercheurs,
à des personnalités comme le directeur de l'Institut Curie, et puis ensuite aux usagers. C'est évident qu'à ce niveau-là, il faudrait plus de transparence, parce qu'il est facile de critiquer le prix d'un médicament, parce qu'on ne sait pas comment ce médicament a été fait, quelles ont été les recherches nécessaires, combien ont coûté ces recherches pour arriver à un médicament. Jouer sur la durée du brevet, pour l'instant fixé à 20 ans, est une piste pour tenter de faire baisser les prix. Un contrôle plus poussé des laboratoires est également réclamé par d'autres, qui rappellent que le marché des médicaments anticancéreux est évalué à 100 milliards d'euros par an dans le monde. Et Thierry Philippe, cancérologue, président de l'Institut Curie, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Thierry Philippe. Bonjour. Alors vous lancez aujourd'hui un cri d'alarme face à la hausse du prix des anticancéreux. Pour qu'on comprenne bien et avant de parler de ce qu'il faudrait faire, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire à quoi est due cette explosion du prix des traitements anticancers ? C'est clairement dû aux nouveaux médicaments. Ça a été bien expliqué dans votre sujet. Et je crois que la meilleure façon de poser le problème, c'est de regarder dans le temps. Le premier plan cancer, Chirac, Jospin, en réalité ça avait commencé un petit peu avant avec Lionel Jospin, c'est le moment où on a financé à l'euro près les médicaments du cancer. À cette époque, le cancer, c'était à peu près 15 milliards d'euros pour l'ensemble des dépenses, tout compris, y compris les arrêts maladie, etc. Et les médicaments, c'était moins d'1 milliard par an pour la totalité du traitement de tous les malades cancéreux de France. Aujourd'hui, on est à 16,5 milliards, ce qui finalement est une augmentation qui n'est pas énorme. Jospin, c'est 2000, donc c'est quand même il y a 17 ans. L'augmentation n'est pas très importante pour la première cause de mortalité, dont on sait qu'elle va augmenter du fait du vieillissement de la population. Mais les médicaments, cette fois-ci, ils sont à 3 milliards. On peut se dire, là aussi, 3 milliards d'euros pour la première cause de mortalité du cancer. Après tout, pourquoi pas ? Mais, si vous regardez sur les 3 dernières années, vous voyez une progression qui nous amènerait à 10 milliards d'euros en 2020-2021. Donc voilà pourquoi il y a un cri d'alarme. Parce qu'aujourd'hui, on peut payer les médicaments, on est toujours à l'euro près sur ce qu'on appelle la liste en sus, qui est un système... Voilà, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, la France n'est pas en difficulté pour financer les traitements anti-cancer. Alors, si, on est en difficulté parce qu'on n'arrive plus à payer. Au bout d'un moment, quand on dit que l'ONDAM va augmenter de 2%, ça devient compliqué si les médicaments du cancer pèsent 10 milliards sur pratiquement 200 milliards. Donc, c'est quand même énorme pour une maladie. Mais alors, si aujourd'hui la recherche, si aujourd'hui la recherche est financée, les traitements sont remboursés, en quoi la situation est-elle si grave, si tendue, comme vous nous le dites ? Parce que si vous montez à 2022-2024, vous aurez une assurance maladie qui aura dépassé les 200 milliards et des médicaments du cancer qui seront passés de 3 à 10 milliards d'euros. On sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Donc il faut réagir maintenant, justement parce qu'on a encore le temps, parce que les choses sont négociées actuellement, parce que, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, mais c'est la vérité, on a une ministre qui a été présidente de l'Institut national du cancer, présidente de la HAS, elle connaît le dossier sur le bout du doigt. Donc c'est le moment. Et là où je ne suis pas d'accord avec votre sujet, c'est le monsieur qui est dans son rôle, pour dire nous on est les malades, mais c'est pas une guerre. Les médecins, les malades, les industriels et l'État doivent travailler ensemble et en aucun cas les uns contre les autres. Une question d'abord, est-ce qu'aujourd'hui les médecins, le monde médical, est-ce que vous craignez une inégalité dans l'accès aux soins de ces traitements innovants ? Oui, à terme. Non, aujourd'hui. Moi, je suis... j'ai quelques heures de vol, dirons-nous poliment. Ça fait plus de 30 ans que je fais de la cancérologie. Jamais je n'ai eu à refuser un traitement pour un malade, quel qu'en soit le prix, à cause de son prix. Ça ne m'est jamais arrivé. À l'Institut Curie, à la date d'aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé. Simplement, si on projette les choses à 3, 4, 5 ans, oui, si on ne peut plus rembourser. Parce que si on regarde ce qui se passe, par exemple, en Angleterre, ils refusent de financer. Voilà, justement, on va y venir. En Angleterre, les pouvoirs publics ont décidé justement de ne pas prendre en charge ces traitements innovants, mais qui, pour certains traitements, n'apportent que quelques semaines de survie. Est-ce que ce genre de décision des pouvoirs publics, ça pourrait arriver en France demain ? Je pense même que c'est souhaitable. Vous pensez que c'est souhaitable que les pouvoirs publics refusent de rembourser un traitement ? Je pense que c'est souhaitable qu'on fasse la différence entre des médicaments dont ceux dont vous avez parlé, qui sont des
IL-1 et PD1 pardon, et qui sont des médicaments qui guérissent aujourd'hui, qui font vraiment, c'est pas des progrès d'un mois ou deux, c'est des progrès considérables dans le cancer du poumon par exemple, progrès absolument considérables. Là, il faut qu'on paye et il faut qu'on trouve la solution pour payer. Alors vous parlez de 2 mois, c'est quand même pas beaucoup, mais vous parlez de quelque chose qui est la survie globale et qu'il ne faut pas mélanger avec la survie sans récidive, parce qu'un certain nombre de ces médicaments ne modifient pas la survie globale du malade, mais modifient de façon considérable la survie sans récidive. Ça veut dire que vous allez vivre 2 ans, mais au lieu de vivre 2 ans en ayant 1 an et demi de maladie, vous allez vivre 2 ans en ayant seulement 3 mois de maladie. Je suis désolé, mais ça a une valeur, parce que c'est la qualité de la vie des gens, et je pense que pour ces malades-là, on doit continuer à payer, mais il me paraît tout à fait légitime que les médecins soient obligés de remplir une fiche, alors pas une usine à gaz, hein, une fiche d'1 page, qui disent voilà, j'ai donné ce médicament à ce malade pour telle raison, voilà le résultat que j'ai eu, voilà la durée sans récidive, voilà la durée de vie, et puis après on fait des statistiques, et si c'est pas valable, ben on arrête. Donc c'est aux médecins, aux praticiens de juger de l'efficacité du traitement qu'ils prescrivent? C'est aux médecins de juger de l'efficacité, on peut venir contrôler, mais tout est contrôlé aujourd'hui. Vous savez, on est payé à l'activité, le PMSI, tout est contrôlé, donc il n'y a pas de problème que ça soit contrôlé. Le médecin, il est honnête, il dira voilà, j'ai commencé à telle date, j'ai eu tel résultat, et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir avoir des statistiques à l'échelle nationale qui permettraient rapidement de savoir si ça vaut la peine. Et on ne les a pas aujourd'hui? Non. Combien coûte un traitement anti-cancer aujourd'hui? Ça peut être jusqu'à 50 000 €, et on a fait un sondage récent qui a montré que les gens sont absolument pas au courant des prix. Ils sont inquiets. 50 000 € pour un cancer entre guillemets normal, mais ces fameux traitements innovants dont on parle... Non, voilà, je parle des traitements innovants. Je parle des traitements innovants dont vous avez parlé dans votre sujet. C'est à peu près 50 000 € par Voilà, c'est cher. Pour un seul malade, hein, évidemment. Alors on parle souvent d'aller vers le prix juste pour un médicament, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Comment on évalue, comment on fixe ce prix juste? Alors, le prix d'un médicament, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord toute la recherche qui est faite en amont. Et dans cette recherche, il y a le médicament qui sort du tuyau avec une autorisation de mise sur le marché, donc on va vendre. Mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses qui sont rentrées dans le tuyau et qui sont jamais sorties parce qu'il y a eu des échecs en cours de route. Et donc, les industriels, à juste titre, vous disent on a investi pour 10, il n'y en a qu'un qu'on vend, il faut bien que dans le prix, il y ait les 9 qui ne sont pas sortis. Moi, je n'ai pas de contestation phénoménale là-dessus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un médicament, ça commence par une découverte. Cette découverte, la plupart du temps, elle est faite dans le public. Donc, elle est déjà payée par les impôts des gens, le public. Bon. Ensuite, les chercheurs, comme ceux de l'Institut Curie, prennent un brevet. C'est encore nous qui le payons, ce brevet. Bon. Ensuite, en général, on crée une start-up pour faire ce qu'on appelle la preuve de concept. Parce que les industriels ne se lancent pas dans l'affaire avant d'être quand même un peu sûrs qu'il y a une preuve de concept, que ça peut marcher par rapport au brevet. Une fois qu'on a la preuve de concept, là, on ne peut plus se passer de l'industriel. Bon, mais on connaît le prix du développement. Et là, ça du entre dans le domaine du privé. Ça entre dans le domaine du privé. On dit, il en est rentré 10, il en est sorti 1. Combien ça a coûté? Pas de problème. Moi, je dis personnellement qu'on devrait payer une seule fois le prix de la recherche au moment de la mise sur le marché, one shot, comme on dit en anglais, une seule fois, et à ce moment-là, on n'aurait plus qu'à payer avec l'argent de la sécurité sociale le prix de fabrication du médicament. Pourquoi un médicament vaut 10 fois moins cher dans un autre pays européen? Moi, j'aimerais bien le savoir. Pour l'instant, justement, est-ce qu'il faut plus de transparence dans ce processus d'élaboration d'un médicament par les laboratoires? C'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas assez de transparence. Ce n'est pas le cas, bien que le président... On ne sait pas encore comment véritablement est fixé un prix avant la mise sur le marché d'un médicament. Alors, on sait vaguement, mais ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi en Europe, les prix sont différents d'un pays à l'autre. C'est la première question. Comment vous l'expliquez? Je l'explique par le manque de transparence, tout simplement. Et par les négociations qui ne sont pas les mêmes avec le gouvernement allemand et avec le gouvernement français. C'est des négociations, puisqu'on vous l'a expliqué très bien dans le sujet, c'est couvert par le secret industriel. Donc vous ne savez pas pourquoi ce prix est différent d'un endroit à l'autre. Et surtout, et ça fait 25 ans que je le dis, on ne comprend pas non plus, quand on est médecin au lit du malade, pourquoi, quand on a négocié avec un gouvernement le prix d'un médicament qui, au début de sa vie de médicament, était une indication, mettons, pour 10 000 malades par an. Et que demain matin, ça passe à 1 million, voire à 2 millions
de malades. Le prix ne change pas. Donc c'est totalement illogique. Le prix devrait varier en fonction du nombre de médicaments vendus, tout simplement. Et séparer le coût de la recherche du coût de production, ça c'est faisable? C'est en tout cas une idée, c'est une des idées, c'est la plus compliquée parce qu'elle demande une transparence qui aujourd'hui n'existe pas. Alors il y a une deuxième option qui a été évoquée aussi dans votre sujet, qui est assez logique, parce que c'est ce que vous faites chez vous, moi aussi, et ce qu'on fait à l'hôpital aussi, quand on ne sait plus comment payer un appareil de radiothérapie, par exemple, eh ben, on va le payer sur plusieurs années. Eh ben, c'est exactement la même chose. Au lieu de faire un brevet qui autorise l'industriel à gagner de l'argent pendant 10 ans, on dit on vous en donne un peu moins, mais ça durera 20 ans. Ça, c'est une solution. Voilà. Puis il y a la troisième solution, c'est la licence d'office. La licence d'office, j'ai appelé ça le 49.3. Hein. C'est-à-dire que c'est si vous êtes pas sage, on autorise à faire des génériques tout de suite. Et tant pis pour votre brevet. C'est ça la licence d'office. Très bien. C'est le 49.3. Michel Amiel, est-ce que la loi de 2016, qui instaurait, on s'en souvient ici, au Sénat, ça avait fait l'objet de nombreux débats, une citation profonde et continue, est-ce qu'elle doit être revue aujourd'hui, selon vous? À mon sens, non. Mais évidemment, vous vous adressez à celui qui a porté la loi au Sénat et qui l'a défendue, je dirais, avec une certaine vigueur d'un côté et de l'autre. Puisque la sédation profonde et continue à laquelle vous faites allusion, d'un côté comme de l'autre, était considérée comme une hypocrisie. Pour les uns disant que ça allait trop loin, puisque c'était une porte ouverte à une euthanasie active, et pour les autres, suivant l'idée que ça n'allait pas assez loin, au contraire, et qu'il fallait carrément légiférer, et je crois que le mot est important, sur l'euthanasie ou sur le suicide assisté. Cette loi me paraît intéressante, elle est mieux connue du corps médical que ce que fut la loi Leonetti 1, pour l'appeler par son nom précédente, et à mon avis, elle répond à la dignité, puisque c'est le mot, de finir sa vie correctement, tant sur un plan médical que sur un plan éthique. Donc pour moi, je ne suis pas favorable à revisiter cette loi pour le moment, d'autant plus qu'un des points que j'avais à l'époque mis particulièrement en avant, c'est la grande misère des soins palliatifs. Tant que nous n'aurons pas, pour un pays comme le nôtre, avec le système de santé qui est le nôtre, suffisamment développer les soins palliatifs, aussi bien dans un cadre hospitalier que dans un cadre de maintien à domicile, pour ceux, et ils sont nombreux, qui veulent mourir chez eux. Je pense qu'il ne faut pas aller vers une solution, excusez-moi du terme un peu fort, une solution expéditive qui consisterait à en finir par un geste actif, que ce soit euthanasie ou suicide assisté. Voilà ma position. Jean-Luc Romero, ça vous fait réagir ce que vous venez d'entendre? Évidemment, je ne suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord évidemment avec les soins palliatifs, sauf que vous êtes parlementaire et que ça fait 15 ans qu'on est un certain nombre à demander l'accès universel aux soins palliatifs, qu'on nous en parle tout le temps et que l'argent n'est jamais là. Comme par hasard, aux Pays-Bas, en Belgique, où il y a la légalisation de l'euthanasie, les soins palliatifs sont accessibles par tous, donc on ne se fait pas euthanasier parce qu'il n'y a pas de soins palliatifs, et ça c'est un vrai problème, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, mais moi je serais heureux que toutes ces associations qui se battent pour les soins palliatifs hurlent un peu plus, parce que c'est quand même scandaleux qu'en 2017 on soit encore dans cette situation. Après pour le reste, évidemment, moi je me bats pour une loi qui soit une loi complète. On en est, parce qu'on nous parle de la deuxième loi Leonetti, il faut être honnête, c'est la troisième. Parce qu'on a quand même oublié qu'il y a eu la loi de 2005, qu'en 2008, il y a eu une autre mission parlementaire, là c'était à l'Assemblée nationale, avec une loi dont tout le monde a oublié ce qu'il y avait d'ailleurs dedans, et puis une troisième loi en 2016. Est-ce que si ça fonctionnait si bien, on aurait besoin d'avoir 3 lois ? Enfin, vous voyez, vous vous rendez compte, en si peu de temps, autant de lois. On voit bien d'ailleurs que c'est traité d'abord toujours que d'un point de vue médical. On nous parle sans arrêt des patients, mais c'est toujours des médecins qui parlent des patients. D'ailleurs, regardez, toutes les missions ont été confiées à des médecins. Et j'ai rien contre les médecins, mais ça pose quand même un problème. La mort, c'est la mort de chacune et de chacun d'entre nous. C'est d'abord une question éthique. Et ce n'est pas une affaire médicale, même si évidemment tout le monde doit être associé, et particulièrement, bien sûr, le corps médical. Et donc, tant qu'on traitera
ce point de vue que d'un point de vue médical, on arrivera à ce qui se passe. Aujourd'hui, on a Jean Mercier, 89 ans, qui passe devant la Cour de cassation. Anne Berthe, il y a quelques semaines, qui est partie. Anne Berthe, qui a quelques semaines, qui a dû partir en Belgique. Aujourd'hui, un monsieur de 90 ans dont on apprend qu'il est aussi parti, en Suisse il y a quelques jours. Est-ce que c'est normal, comme à une époque, c'est les femmes qui devaient fuir la France pour se faire avorter, c'est-à-dire celles qui en avaient les moyens d'ailleurs. Est-ce que c'est normal d'avoir aujourd'hui ceux qui peuvent, et tant mieux pour eux, fuir à l'étranger pour mourir comme ils souhaitent, et puis les autres qui sont dans une totale inégalité, qui ne peuvent que se débrouiller tout seuls? Peut-être une question pour vous, Bernard-Marie Dupont. Est-ce que la situation qui a été rappelée avec ces deux cas particuliers, ça nous oblige à réfléchir à une évolution de la loi, et peut-être notamment dans le cadre de la révision des lois de bioéthique? Qu'en pensez-vous? Alors, les cas particuliers nous obligent à réagir de manière plus large. Alors, j'ai 2 points d'accord avec M. Romero, qui sont que la mort n'appartient pas au corps médical, en tout cas ne doit pas appartenir aux blouses blanches. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, démédicaliser le problème et le politiser dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il faut en faire un débat de société. Et puis, la deuxième chose, c'est que le fait d'avoir légiféré, vous avez dit 3 lois, alors 2 lois, 3 lois, c'est quand même le signe que probablement la loi, sur un certain nombre de dossiers, ne répond pas ou ne répond qu'en partie à un problème qui est un problème probablement plus large et un problème de société. Donc d'accord aussi avec M. Romero pour dire que c'est un problème éthique. Après, on peut avoir des divergences sur le fait de savoir s'il faut aller plus loin ou s'en tenir à une situation. Mais je crois que vraiment aujourd'hui, on doit démédicaliser le problème et poser la question en termes de société. Vous avez rappelé l'affaire Mercier, je ne ferai pas de commentaire, 89 ans, mais on est aussi dans une population qui vieillit considérablement. Et on a le grand âge qui avance, je crois, à visage découvert. Qui est une bonne nouvelle. Qui est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que vivre vieux n'est pas nécessairement bien vivre. Mais quand on vieillit bien, c'est formidable. Mais il y a un certain nombre de problèmes de société qui arrivent et qu'il faut poser clairement sur la table avec franchise. Damien Leguet. Plusieurs choses. La première, c'est que le vrai scandale, monsieur le sénateur l'a indiqué, c'est qu'il y a une forme d'inégalité absolument insupportable des Français à l'égard des soins palliatifs et à l'égard de la mort. Il y a 80% des Français qui pourraient avoir accès aux soins palliatifs et qui n'y ont pas accès. Il y a une mauvaise... C'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'information, de formation des médecins? C'est une question d'information, d'argent, de disponibilité, d'organisation des hôpitaux. Donc on peut renvoyer d'offres de soins, on peut renvoyer la responsabilité à la fois aux politiques, ça c'est vrai, et aussi à l'hôpital qui a du mal à se réformer et qui a du mal à mettre au centre de sa préoccupation, pour ce qui concerne la fin de vie, la question des soins palliatifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le constat, il a été fait par le Sénat, il a été fait par tout le monde, il a été fait par le Comité national d'éthique, c'est que les bonnes pratiques pour soulager la souffrance ne se fait pas, la révolution médicale des médecins et des hôpitaux ne se fait pas. Donc on se trouve dans une situation qui est un peu malheureusement bloquée et qui fait que la France se retrouve en situation où elle veut, et les Français veulent massivement à la fois soulager la souffrance et à la fois propager et s'offrir à eux-mêmes les soins palliatifs, et cette révolution-là ne se fait pas pour beaucoup de raisons. La deuxième chose, c'est que la loi Leonetti, elle est malheureusement mal connue ou mal appliquée, ou le corps médical ne s'en est pas emparé comme il aurait dû effectivement s'en emparer. Et donc, face à des situations ou à des cas qui sont pour partie artificiels et pour partie organisés, en particulier par la DMD. On organise les souffrances des gens. On organise, non, mais c'est terrible ce que vous dites quand même. Pensez à ces gens dont on parle quand même, parce qu'il y a un peu de respect pour eux. On n'organise pas les choses. On les accompagne. On les accompagne. Non, mais dites pas ça. L'exemple même. Pour Anne Berthe, vous vous rendez compte pour Jean Mercier? Anne Berthe, vous vous rendez compte? Anne Berthe, donc ça fait effectivement depuis le début de l'année, elle est membre de la DMD. Et alors, c'est pas une honte, j'espère pour vous. Je n'ai pas dit que c'est une honte, mais c'est simplement c'est un acte de lobbying, de lobbying et de militantisme. Elle a décidé seule, de faire de son combat individuel un combat collectif pour montrer la difficulté de sa situation. Donc en soi, respectez-la au moins. C'est une démarche qui peut être respectée et elle peut être respectée. On peut respecter les personnes absolument et complètement, et ne pas respecter effectivement cette instrumentalisation des situations. Donc vous ne nous respectez pas, c'est ça, ce que vous dites. Vous ne respectez pas la DMD. Terminé, Damien Leguet, je vous donne la parole, Michel Lamy. Non, c'est intéressant. C'est intéressant de vous entendre là-dessus. C'est intéressant moi, je vous respecte parce que moi, je me bats pour les soins palliatifs. Et je me demande ce que vous
faites depuis votre association, quand même, qui quand même a ce rôle-là. Est-ce que je peux juste les parlementaires, qu'est-ce que vous faites depuis 15 ans, si ce n'est que nous dire qu'il faut des soins palliatifs? Non, mais allez-y parler, parce que vous parlez tout seul. Non, mais je vais vous poser une question. C'est un débat, tout le monde a droit à la parole. Voilà, non, mais je vais vous poser la question. Parce que vous donnez beaucoup de leçons, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour qu'on ait des soins palliatifs? Je suis membre de la DMD. Non, mais vous êtes une association. Je suis membre de la. Ah, vous êtes membre de la DMD? Bah, bienvenue. Non. Si vous. Révélateur. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre association de soins palliatifs? Moi, je me bats comme vous pour l'accès universel, pour qu'on les ait au lieu d'en parler tout le temps. Jean-Luc Romero, on va donner la parole à Michel Amiel, si vous voulez bien, notamment sur ces deux cas précis, effectivement. Le cas d'Anne-Berthe, hélas, est un bon cas pour discuter de ce que l'on veut faire. Exactement. Elle était atteinte d'une maladie terrible, la maladie de Charcot. Et elle a décidé, à un moment donné, je dis bien à un moment donné, de ne plus vivre. Dans un cas comme celui-là, maladie neurodégénérative, aujourd'hui incurable, je dis bien aujourd'hui incurable, à quel moment doit-on pratiquer l'euthanasie à la demande du patient qui en souffre? Pour poser la question de façon plus juridique, moi qui suis d'abord médecin et après juriste en tant que parlementaire, il y a une distinction entre être pour ou contre l'euthanasie et pour ou contre légiférer sur l'euthanasie. C'est pas du tout la même chose. Prenons l'autre pratique, le suicide assisté. Le suicide assisté est ce qui est pratiqué en Suisse. En Belgique, c'est plutôt l'euthanasie active. Sauf erreur de ma part, le suicide n'est pas illégal en France. Je dirais n'est plus illégal. Pourquoi on poursuit Monsieur Mercier pour assistance au suicide si c'est pas illégal? Attendez, c'est une vraie question. On parle on parle. Il y a un problème là. Oui, mais il y a la façon dont les choses se faites à un moment donné. Donner suicide et suicider, c'est pas pareil. Je reviens au cas d'Anne-Berthe. À quel moment considérez-vous qu'on doit ouvrir ce droit à l'euthanasie? Au moment du diagnostic? Enfin, vous savez aussi bien que moi qu'entre le moment où on va diagnostiquer cette affection en particulier et le moment où on va atteindre un stade terminal, il va passer un certain temps. Est-ce que, selon vous, au moment où le diagnostic a été posé chez Anne-Berthe ou chez bien d'autres, là ça a été médiatisé pour un certain nombre de raisons, mais peu importe, c'est pas le sujet, on peut ouvrir immédiatement le droit à l'euthanasie? Parce qu'après tout, un patient peut très bien avoir le droit de dire « je suis atteint d'une telle maladie, il n'est pas question pour moi de continuer à vivre avec ».